Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du 19h sur ESAE Télévision dans l'actualité de ce lundi 13 mai 2024. L'Association des statisticiens, planificateurs et démographes du Bénin a tenu le samedi dernier son assemblée générale élective. Le point de l'assemblée élective dans un instant. À travers un communiqué en date du 12 mai 2024 et signé du secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau, le député Gérard Benonchi, l'Union progressiste Le Renouveau a donné sa position sur la suspension du chargement du pétrole brut dans les eaux du Bénin ainsi que l'exploitation des produits vivriers du Bénin. Les détails dans cette édition. Réprimée 2 fois de suite, la marche pacifique des centrales et confédérations syndicales du Bénin a été effective dans la matinée du samedi 11 mai 2024, contrairement au scénario du 27 avril et du 1er mai 2024. Le fil de la marche dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. L'Association des statisticiens, planificateurs et démographes du Bénin, ASPD Bénin, a tenu le samedi 11 mai 2024 son assemblée générale élective dans un hôtel de la place. Au terme des travaux, Serge Marcel Loupé a pris les rênes du bureau du conseil d'administration pour les 3 prochaines années. Le reportage avec notre reporter Anel Dou. Le conseil d'administration de l'Association des statisticiens, planificateurs et démographes, ASPD Bénin, fait peau neuve. Serge Marcel Loupé est le nouveau président du bureau élu de 11 membres pour un mandat de 3 ans. Ceci est l'épilogue d'une longue journée de travail consacrée au bilan, aux discussions, à l'adoption des tests et aux élections. Les membres élus pour le conseil d'administration entrant sont la preuve de la veille pour une continuité, gage du développement durable. Mes impressions sont très bonnes parce que au moins ça pourra garantir la continuité puisque j'étais le VP, le vice-président et donc bien imprégné des difficultés et des acquis donc, de cette association. Je crois que on ne va pas trop traîner avant de prendre le train et de faire avancer les choses. Porté sur les fonds baptismaux le 18 mai 2018, ASPD Bénin, ce creuset important d'apprentissage et de formation se donne pour mission de veiller aux intérêts des statisticiens, planificateurs et démographes. Pendant 6 ans, l'association a mené plusieurs activités au profit de ses membres. Un bilan qui reste imparfait. Il y avait beaucoup d'attentes. Malheureusement, pour ces gens d'association, les débuts sont souvent difficiles. On n'a pas eu les moyens de l'autre politique. Donc c'est un sentiment mitigé, mais c'est aussi un sentiment d'espoir parce qu'on a pu passer la main malgré les difficultés. Donc on a bon espoir que le meilleur reste à venir pour l'association. Je pense que je suis heureux. C'est le vice-président du bureau sortant qui devient le président du bureau entrant. Donc c'est un bureau de continuité, si je peux le dire. Les défis qu'on a partagés, notamment la mobilisation de ressources humaines, la mobilisation de ressources financières et aussi le partenariat sont les premiers éléments sur lesquels le nouveau bureau va se pencher pour pouvoir redresser la pente.
Serge Marcel Loupé, conscient de la tâche à accomplir, s'est déjà donné des priorités. Le premier chantier, c'est de rassembler, de remobiliser les statisticiens, planificateurs et démographes du Bénin. Voilà, c'est de les remobiliser et puis après, de faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, d'accord, individuellement, d'accord. Et puis, les chantiers que nous n'avions pas bouclés, nous allons les reprendre et ouvrir d'autres chantiers. En tout cas, la tâche qui nous attend est immense et les jours à venir, je crois que nous allons beaucoup communiquer là-dessus, sur notre plan d'action et voilà nos ambitions. L'Association des statisticiens, planificateurs et démographes, ASPD Bénin, amorce ainsi un nouveau cap pour son développement. Un nouveau conseil pour conduire les différentes activités fortes importantes qui vont considérablement améliorer les conditions de travail et de vie des statisticiens, planificateurs et démographes. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, après le marche pacifique du 27 avril 2024 avorté pour défaut d'autorisation, les travailleurs réunis au sein de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB et de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin COSI Bénin ont effectué une marche pacifique dans la matinée du samedi 11 mai 2024 à Cotonou contre la cherté de la vie. Kanté Amonsou et Francis Fahmi y étaient, voici leur récit. La population béninoise a fait. Des centaines de Béninois sont descendus dans les rues de Cotonou ce samedi 11 mai pour exprimer leur colère contre la cherté de la vie. Une marche pacifique de la CSA Bénin, la CGTB, de l'UNSTB et de la COSI Bénin qui a pris le départ de la Bourse du Travail de Cotonou en passant par le grand carrefour avenue Stémez, carrefour Saint-Michel, carrefour Marina et chute au carrefour de l'Étoile Rouge. Il est grand temps de revivre dans un environnement démocratique et de redonner le droit de se plaindre au peuple quand il a mal. Car tant que nous permettons à un individu de décider seul et pour toujours de notre destinée, nous serons condamnés à errer. L'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique n'a pas manqué d'apporter une fois encore son soutien aux travailleurs béninois. En complément de notre lettre du 27 avril 2024, nous exprimons à nouveau nos vives préoccupations au sujet des violations des libertés syndicales et des droits fondamentaux au Bénin. La CSI Afrique rejette et condamne une fois de plus la criminalisation des processus et actions pacifiques visant à défendre et à protéger les droits socio-économiques des travailleurs. Sur le visage des militants se lit une large satisfaction au thème de cette marche. Nous devons dire que nous sommes mécontents. Nous avons des difficultés à faire face aux 3 repas de la journée. On a des difficultés à faire cela, mais on ne veut pas le dire en des thèmes vraiment injurieux, proférés des militants. Donc il faut comprendre que c'est notre option ça. C'est de faire un choix, de dire les choses, de bien les dire, sans trop de bruit, sans trop de trompettes, tambour, mais dire les choses avec galanterie et courtoisie. Donc nous, on est satisfaits parce que les gens sont sortis massivement. Vous avez vu, le monde est sorti massivement. On a fait la marche dans la discipline et on a chanté, quand on chantait les chansons qui sont conformes à ce que nous avons souhaité. Et nous sommes en train de dire aussi ce que nous pensons, mais fermement, nous disons à fermeté, mais dans la courtoisie. Notre marche n'est pas une marche politique. Le syndicat n'est pas de la politique. Notre marche, c'est pour que les produits vivriers ne soient plus excessivement chers. Je crois que c'est une des appréciations de grande satisfaction pour la marche que nous avons menée aujourd'hui, nous avons conduite. C'est une grande victoire et je crois que c'est une première victoire. Pour rappeler que le 27 avril dernier, nous avions prévu marcher. La marche a été perturbée, mais nous avons relancé et nous avons continué pour
On a fait toutes les formalités requises. Et aujourd'hui, nous voici, nous avons fait notre marche. Une marche qui a été suivie par des milliers de personnes que vous avez vues, qui ont pris part à cette marche aujourd'hui. Donc c'est des sentiments de satisfaction pour cette marche que moi j'estime une grande marche réussie. Le 23 mai prochain, les différentes confédérations syndicales sont convoquées à un dialogue avec le gouvernement du président Patrice Talon. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a réagi aux accusations des autorités nigériennes qui soutiennent que le Bénin abrite des forces étrangères dans une mission de déstabilisation contre leur pays. Ces accusations que les autorités nigériennes ressassent ne sont pas fondées selon l'UPR. Pour l'Union progressiste Le Renouveau, les putschistes nigériens sont en panne d'arguments asservis pour justifier leur décision à maintenir la frontière terrestre fermée. Mieux estime le parti, le Niger, connu pour abriter des bases militaires étrangères, n'a pas de leçon à donner au Bénin en cette matière. La suspicion d'accueil ou d'installation de bases étrangères est à son égard inopérante, surtout lorsqu'elle émane d'un État dont la tradition est d'héberger les installations de puissances militaires étrangères. Lit-on dans le communiqué du parti l'Union progressiste Le Renouveau, relève que les manœuvres usant d'accusations mensongères sont de nature à détériorer les relations de longue date qu'entretiennent les deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Changement de tête à la poste du Bénin EXA après 4 mois de travail de redressement de la maison des postiers. Judith Glidia-Chiakpe a passé la charge dans la matinée du vendredi 10 mai dernier à Christina Lokossou, nommée en Conseil des ministres le mercredi 8 mai 2024. La professeure Glidia-Chiakpe part en laissant un bilan positif à son successeur. Des précisions dans cet élément signé Setondé Larios à Diagbeno. La poste du Bénin SA change de figure. La professeure Judith Glidia-Chiakpe passe le témoin à Krishna Lokossou. Nommée en janvier 2020, la DG Glidia-Chiakpe a travaillé pendant les 4 dernières années à faire de la poste une entreprise viable sur les plans financiers et économiques. La poste du Bénin a été créée en 2005 sans aucun bilan d'ouverture, avec un passif estimé à 10 milliards de francs CFA et jusqu'en 2019. Avant notre prise de service, l'entreprise avait accumulé des résultats déficitaires. Cependant, grâce à nos efforts collectifs, nous avons rompu avec ce cycle négatif et atteint des résultats positifs depuis 2020, ce qui démontre notre résilience face aux défis économiques et sociaux, même numériques. La professeure Judith Glidia a imprimé une gestion managériale au secteur postal béninois. Le réseau postal a connu une extension passant de 98 à 125 agences commerciales en 2023. Les services et prestations postaux sont renforcés, diversifiés et digitalisés avec de nouveaux produits comme Tontine Zedaga à Dogbe et Post Assist. Un des jalons essentiels de notre mandat a été l'interconnexion réussie de toutes nos agences commerciales à travers le pays. Cette initiative a amélioré notre efficacité opérationnelle et a permis à nos services d'être accessibles, même dans les régions les plus reculées du Bénin. Par ailleurs, la dématérialisation progressive de la Caisse nationale d'épargne a révolutionné notre manière de servir nos clients en garantissant à la fois accessibilité et sécurité. Cette avancée nous a positionnés en pionniers dans l'offre de services financiers modernes et efficaces. Tout ceci a permis d'inscrire la Poste du Bénin dans une dimension internationale conformément à la vision du président Patrice Talon. Nous avons fait de la Poste du Bénin une référence mondiale en matière de livraison rapide. Notre service EMS Bénin a été distingué comme le meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour l'année 2022. En outre, la Poste du Bénin a grimpé dans le classement de l'indice intégré pour le développement postal, passant de la 141e place en 2019 à la 101e place en 2022. Cette progression significative nous place au 11e rang africain. C'est d'ailleurs à juste titre que la Poste du Bénin accueillera très bientôt, du 10 au 14 juin 2024,
sa première mission de certification aux normes de sécurité postale S58 et S59 de l'UPU. Sous l'impulsion de la DG Glidiati Akpe, les postiers béninois ont réalisé de bonnes performances. Elle a pu relever ces défis grâce au concours de tous les acteurs du secteur postal, notamment du chef du gouvernement béninois et son ministre de tutelle. Je souhaite exprimer mon sincère remerciement et ma sincère reconnaissance à tous les acteurs qui ont contribué à cette success story. Je remercie tout particulièrement le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne, en nous confiant cette noble responsabilité. Je souhaite également remercier M. Romuald Wadaï, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, pour son précieux accompagnement tout au long de ces laborieuses années. Mes remerciements vont également à l'ensemble des membres du conseil d'administration pour leurs orientations et leur appréciable contribution. Le directeur général entrant dit un satisfecit à son prédécesseur et s'engage à capitaliser les acquis. Je tiens d'abord à remercier Mme Glidja pour la santé dans laquelle elle me transmet la poste du Bénin. Je tiens ensuite à remercier le président du conseil d'administration et par lui le conseil d'administration qui me confie la gestion de la poste du Bénin avec tous les défis et les challenges qu'elle comporte. Je remercie ensuite le personnel et vous assure de mon engagement sur les mandats et les missions qui nous sont confiées par les autorités. Mon ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, et par lui, le président du conseil d'administration. Je vous assure de mon engagement à l'atteinte des objectifs qui nous sont confiés et de mon sens du service pour que nous atteignions tous ensemble ces objectifs. Saluant le professionnalisme, la rigueur dans la gestion, le bilan élogieux de la DG Glidiati Akpe, le président du conseil d'administration de la Poste du Bénin exhorte son successeur à maintenir le cap. Monsieur le directeur général, vous avez eu l'occasion d'échanger avec votre prédécesseur. Elle adressait elle-même un bilan de ce qui avait été accompli au cours des 4 dernières années. Énormément de progrès, mais il va falloir aller encore plus loin, aller plus vite. Le temps, cher directeur général, le temps est votre pire ennemi. Et il convient de travailler chaque jour comme si c'était le dernier, aller plus vite, aller plus loin, pour que nous puissions aboutir très rapidement tous les chantiers qui ont été ouverts pour le plus grand bien de cette institution et de tous ses salariés. Avant sa nomination à la tête de la Poste du Bénin, Krishna Lokosu, un expert en politique publique et développement du secteur privé, était en service au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances depuis janvier 2023. Quant à la professeure Judith Glidiati Akpe, elle est appelée à d'autres fonctions républicaines au sein du Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité. Parlons éducation dans cette édition, quelques jours après la publication du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. La ministre Eleonore Yaïla Dekan s'est entretenue avec des représentants des postulants le vendredi 10 mai 2024 à son cabinet. Cette rencontre a eu pour objectif de lever les équivoques autour du processus et de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Suivons ensemble les explications de la ministre Yaïla Dekan sur la mise en place du fichier. Nous avons partagé avec les postulants et je voudrais passer également par vous pour dire qu'ils étaient 3542 à partir et après la première proclamation, nous en avons pris 1219. Et ça, c'était la première proclamation. Ce qui dégageait un taux de recevabilité de 34,42% contre donc le reste 65,58% de non-recevabilité. Il y a eu après cela des recours
ces recours ont été étudiés. Et à l'issue de l'étude des recours, nous sommes finalement à un effectif, un nombre, en termes de recevabilité, qui est de 1402 postulants, 402 candidats qui ont reçu un avis définitif en termes de recevabilité, ce qui amène à un pourcentage de 39,94%. Et donc, pour les autres types de recours, parce qu'après cette proclamation, nous avons eu encore d'autres qui ont insisté et qui ont persisté. Pour ces cas-là qui sont venus dans la semaine, ces cas seront remontés bel et bien vers la délégation au contrôle et à l'éthique. Et si, à l'issue, cela dégageait une certaine recevabilité, nous allons en tenir compte avant d'aller vers la phase de recrutement. Qui dit de la phase du recrutement, Éléonore Yaïlé, quand la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lève un point de voile sur le mécanisme mis en place. Nous avons partagé avec vous, avec eux, qu'une chose est d'être dans le fichier. On les a félicités. Une chose est de sortir du fichier et de pouvoir donc mettre ses compétences à la disposition des institutions. Au premier plan, les universités, mais il n'y a pas que les universités. Il y a d'autres institutions qui pourront avoir besoin des profils de ce fichier national des aspirants à ces métiers qui ont des profils et qui peuvent vraiment valoriser leurs compétences à tous les niveaux. Donc, pour ces processus de recrutement, nous avons partagé avec eux de faire deux travaux préalables. Et ces deux travaux préalables sont déjà lancés. Il s'agit de ramener la diversité des spécialités à des normes qui conviennent au processus de recrutement. Parce que ce processus de recrutement, pour la première fois, passera par des tests. On fera un test à ceux-là qui sont dans le fichier. D'ailleurs, ils m'ont montré que ce n'est pas à ceux-là qu'ils ont peur, ils sont habitués à ça, donc ils sont déjà prêts. Ils vont faire participer à un test de recrutement et le test de recrutement prévoit de les évaluer sur leur spécialité, la maîtrise de leur spécialité. Et l'autre, c'est la culture générale. Tout ça, ça peut se faire en un jour. Un jury va être mis en place pour apprécier leur rendement et après, nous allons évidemment les recruter et les former, les renforcer sur la pédagogie avant de les mettre à la disposition des universités. Donc ceux-là que nous sommes en train de préparer à recruter seront les premiers de cette merveilleuse initiative que nous avons mise en place qui, pour la première fois et presque pour toutes les fois, va nous permettre de moins parler. À chaque fois qu'il y a les processus de recrutement, c'est beaucoup de pression, beaucoup d'interpellations. Lorsque nous mettons en place ce système stabilisé, nous pouvons quand même dire que nous avons fini avec tout ce qui est parallèle dans ce pays-là. Donc voilà ce qui est un peu l'innovation que je voudrais partager également avec vous et que j'ai pris le temps d'expliquer aux postulants qui n'avaient pas vraiment eu tous les éléments d'appréciation. Parlons célébration à présent. Ce dimanche 12 mai 2024, les enfants et petits-enfants des collectivités Aïzo, Glidja, Odolami et bien d'autres ont célébré la 8e édition de leur fête de retrouvailles. Musique, animation et des mets divers, voilà le tableau que présente cette édition. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami et Larios Setondé à Diagono. La joie de se retrouver, le plaisir de partager des moments agréables, de consolider l'unité familiale et de se remémorer les bons souvenirs. C'est la 8e édition de la fête de retrouvailles des familles Aïzo, Kidjo, Glidja, Odolami, Aïssou, Adam, Santos, Fahami et bien d'autres à Trokokodji. Une ambiance fraternelle et conviviale
a régné tout au long de cette journée dominicale du 12 mai 2024. Le comité d'organisation s'en réjouit. Petit-fils, fils, oncle, tante, cousin, tout le monde s'est réuni pour fêter, pour tisser et construire les liens fraternels qui nous unissent depuis lors et qui nous caractérisent. Donc, c'est un moment de joie, de partage, de retrouvailles. Et je pense que avec vous, vous avez aussi constaté que c'était le comble. Ça, c'est une grande réussite. Et vive l'unité familiale parce que c'est très important. Et je dirais que c'est une fête qui nous réunit pour nous dire, pour resserrer encore les liens familiaux. Se retrouver en famille comme ça, c'est très bien. C'est une très bonne joie pour tout le monde, pour tous ceux qui se sont retrouvés ici, de se voir en famille, intimement en famille. Il n'y a personne ici que je ne connais pas. Pour cette édition, l'honneur échoua à la famille Kidjo d'accueillir les membres de la fratrie. Il se fait que c'est pour la première fois que cette fête a lieu chez nous. Chez l'aîné de la famille Aïza, de vénérable mémoire. Donc, je n'avais pas eu la chance de participer aux autres fêtes antérieures. Mais au moins, depuis l'année dernière, j'ai vu les images de la dernière fête. J'ai vu que c'est quelque chose de bien et de beau. Cette retrouvaille initiée par nos enfants est en train de gagner l'objectif, d'atteindre l'objectif visé, qui est cette fraternité à vivre, à essayer d'entretenir. Au terme des festivités, les membres des différentes familles expriment leur satisfaction. Nous comptons les ouailles et vivons et vivons temps. Bon, nous avons le pot de toi. Nous avons le pot de canton. Bon, fidèle, nous avons la photo. Ça a eu un cachet très spécial. Surtout que nous sommes venus dans la maison de notre grande tante. Tante paternelle pour d'autres, maternelle pour d'autres. Et elle ne vit plus parmi nous, mais nous sommes venus dans la famille de son mari, c'est-à-dire nos cousins et cousines, qui sont très contents et qui aussi nous sont très bien accueillis. C'est l'occasion pour moi de féliciter le bureau du forum qui est avec son président et tous les membres et tous les frères et sœurs, les neveux, nièces, cousins, cousines, qui ont mis de leur énergie, de leur intelligence, de leur sagesse pour que nous puissions organiser cette fête qui continue encore jusqu'à cette heure un peu tardive quand même. Donc on ne dirait pas que demain c'est jour ouvrable et que tout le monde doit s'affairer. Les membres des différentes familles se sont séparés dans l'espoir de se retrouver à la prochaine édition. Parlons justice. Dans cette édition, les prévenus dans le dossier Infos sur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, sont désormais fixés sur leur sort. La criette a condamné 5 personnes à payer une amende de 5 millions de francs CFA chacun selon les informations. 2 personnes ont été relâchées au bénéfice du doute. Les mises en cause ont été interpellées après la diffusion d'une fausse information faisant état du placement en résidence surveillée du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi. Selon la même source, le général ne réclame rien dans le dossier. Parlons art et culture à présent. Une collection de photographies d'objets divinisés, de divinités, d'adeptes et de dignitaires religieux de diverses tailles et une installation constituent présence d'esprit de l'exposition de Louis Oké-Agbo qui est ouverte au public à l'Institut français de Cotonou depuis le 10 mai dernier. Témoin de ce vernissage, Kales Kitome nous fait le compte rendu. Ça permet de vivre et de canaliser aussi la réflexion. La superposition des petits dieux qui incarnent la matière et les corps qui matérialisent la dégradation de l'environnement. C'est le message de présence d'esprit, l'exposition de photos et d'installations de Louis Oké-Agbo, ouvert le vendredi 10 mai 2024 à l'Institut français du Bénin. Ça parle de présence d'esprit. Il faut avoir cette présence d'esprit pour reconnaître ses valeurs, sa culture, de permettre à cette culture d'être valorisée.
Et là, aujourd'hui, tout ce que je présente, c'est l'humain et son environnement. Et dans la tradition, notre environnement est mieux pensé. Là, ils ont divinisé les éléments de la vie. Et quand on valorise aujourd'hui cette culture, c'est parce que l'humain est au centre de tout. Et comme l'humain a besoin de s'habiller, de téléphoner, de voyager, il oublie son environnement. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la guerre, la quiétude. Et moi, comme mon travail m'a soigné, je dis il faut que chacun se superpose à ces éléments pour éviter tout le problème que nous avons. Il faut qu'on soit reconnecté. Une œuvre qui s'inscrit dans l'esprit du plasticien de guérir l'homme et l'environnement. Le travail de Louis Okeagbo est un travail photographique très poussé. Il aime explorer les thématiques liées à l'écologie, à la fragilité de la terre et également des thématiques touchant aux problématiques féminines. Il fait également un travail extraordinaire avec les enfants qui ont certains troubles mentaux et ça se sent dans le travail qu'il fait. La plupart de ces modèles sont ces enfants-là qui donnent libre cours à leur expression à travers ces photographies. Je pense qu'il a une palette de couleurs assez intéressante, même si c'est du blanc et noir qui domine la plupart de ses œuvres. L'œuvre de Louis Okeagbo est axée sur la dimension humaine de l'art. Depuis quelques années, dans mon centre d'art-thérapie, tu vois, et aussi la fête de Vaudou, où je prends un rendez-vous avec des gens que je choisis, et j'irai les voir, j'explique mon projet, ils sont d'accord, ils me posent pour moi et je les prends. Comme la reine mère qui a été exposée là-bas, je suis allé à Bomé, j'ai discuté, c'est pour valoriser la femme. La femme, pour moi, c'est comme un environnement, en fait. L'exposition Présence d'Esprit reste ouverte jusqu'au 8 juin prochain. Parlons société à présent dans cette édition. L'homme dans le foyer a pour devoir de satisfaire les besoins conjugaux, financiers, sanitaires et sociaux de sa conjointe. En d'autres termes, il doit user de toute son expertise pour rendre sa femme heureuse sur tous les aspects d'une vie de couple. Mais on constate que de plus en plus, certains hommes exigent une participation financière de leur femme dans le fonctionnement de la vie de couple. À la question de savoir si seuls les hommes doivent subvenir aux besoins de la famille, quelques citoyens béninois interrogés par Quentin Amoussou nous livrent leurs opinions. Suivons ensemble. Pour trouver de l'argent, il faut travailler. Il faut travailler avant de gagner de l'argent. Donc, si la femme n'a pas été à l'école pour avoir un travail institutionnel, elle peut vendre dans le marché, elle peut vendre à la devanture de sa maison pour trouver un peu. Vous voyez, non? Il y a des business à faire pour gagner un peu. Donc, si le mari amène 3 cas, la femme amène 1 cas là, il y a du respect dedans, quoi. C'est le mari qui doit s'occuper des besoins de sa femme. C'est ce que dit la parole. Même si la femme travaille quelque part, etc., le mari doit souvenir aux besoins de sa femme. C'est clair? Normalement, non. Mais si des circonstances l'y amènent, on peut parler de peut-être un mauvais état de santé ou bien la chute de ses affaires. C'est ça. Elle est obligée d'attendre. C'est ça, parce qu'elle n'a pas autre moyen. Mais normalement, non, j'ai dit, parce que la femme est née pour s'accomplir. Dieu ne l'a pas envoyée afin qu'elle attende toujours sa moitié. Non. Donc, depuis même son enfance, les parents doivent l'éduquer à se concevoir. Si la femme t'aide, c'est bon. Mais c'est toi l'homme, c'est toi qui as le droit de tout faire dans le foyer. Le financement, l'argent de popote, c'est toi l'homme. C'est ta responsabilité, ça. Et c'est pourquoi tu as vu, c'est pourquoi tu es le maître du foyer. C'est pourquoi tu as vu, c'est finalement ta décision finale. Donc, c'est de ta responsabilité. C'est toi qui dois tout fournir. Même s'il manque le sel, si elle t'attend, ouais, tu viendras donner ça. Même en criant, tu donnes ça.
Parce que, mais si elle t'a aidé, elle t'a aidé. Mais si elle ne t'a pas aidé, tu n'as pas le droit de s'offusquer. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Présents au Tchad sont 12 heures après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, donnant le président sortant Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur. Le Conseil constitutionnel a enregistré ce dimanche 12 mai 2024 une première requête de contestation. Cette requête vient du camp du candidat de la coalition Justice, Égalité, Succès, Masra. C'est le candidat lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Je cite, « Nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour la vérité des urnes », a-t-il écrit. À cet effet, le Conseil constitutionnel a 10 jours pour statuer et rendre son verdict. Du Tchad, rendons-nous en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a limogé ce dimanche soir son ministre de la Défense Sergueï Shoïgu en poste depuis 2012 lors d'un remaniement surprise quelques jours après son investiture pour un second mandat et après plus de 2 ans de conflit en Ukraine. Sergueï Shoïgu, 68 ans, était ministre de la Défense en Russie depuis 2012 et incarnait la stabilité des différents gouvernements sous Vladimir Poutine, tout comme le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov qui conserve lui son poste de ministre des Affaires étrangères. Malgré une série de revers humiliants pour les troupes russes en Ukraine en 2022, après l'offensive initiale du 24 février de cette même année, Vladimir Poutine avait maintenu sa confiance envers Sergueï Shoïgu en dépit des critiques d'une partie de la va-t-en-guerre de l'armée. Cela avait notamment été le cas à l'issue de la révolte avortée en juin 2023 des combattants du groupe paramilitaire de Wagner mené par Evgeny Prigojine qui avait fait vaciller le pouvoir. Parlons sport dans cette édition. Le nouveau classique du championnat béninois de football a encore tenu ses promesses dans un match tendu où chaque équipe a eu sa semi-mi-temps. Coton FC s'est incliné à domicile face à son rival Lotopopo, 0 but contre 1 lors de la 16e journée de la Super League Pro ce dimanche. Revivons ensemble les moments forts de la rencontre.
Les Loto Boys ont réalisé le coup parfait alors que les cotonniers ont manqué le cocher. Suivons ensemble les réactions contrastées de Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, et de son homologue Abdoulaye Ouzerou de Loto Popo. Quand tu analyses le match en entier, je pense qu'il n'y a rien à dire. L'équipe de Loto a mérité de gagner. Bon, maintenant, un match de football, c'est 90 minutes et plus. Ils ont eu leur première mi-temps. On s'en sort bien parce qu'on a été nuls. Et ils tapent 3 fois les barres, donc on ne perd que 1-0 à la mi-temps. Je dirais que, comme on a été tellement mauvais, je me dis qu'on ne peut pas être plus mauvais en deuxième. Donc on ne pouvait que réagir. Je pense qu'on l'a bien fait. On s'est procuré des occasions, pas aussi nettes qu'eux. En fait, c'est dans ces moments qu'on est fiers, on va être content, parce que quand vous réfléchissez, quand vous cherchez des idées, et que finalement, effectivement, ça se passe comme vous l'avez deviné, voilà, c'est un accomplissement, parce que je savais que ça allait se passer exactement comme ça. On a travaillé sur ça. Stratégiquement, tout a été fait à la perfection, comme on l'avait décidé. Donc pour ça, je suis vraiment fier, parce que voilà, quand vous mettez des idées en place, c'est que ça marche. Il n'y a rien de plus jouissif dans le métier que ça, en fait. Voilà. Un championnat, ça se joue sur toute la durée de la saison. Et il ne suffit pas de faire des grands matchs contre Coton. Il faut être le plus régulier possible pour gagner un championnat. Donc aujourd'hui, nous aurons perdu un match, mais on n'a pas perdu le championnat. Je les vois qui sautent de joie, qui font plein de trucs. Tant mieux pour eux, mais il reste encore 8 matchs. Et il va falloir qu'ils se bougent le cul pour les gagner, ces matchs. Naturellement, nous aussi. Mais c'est pas grave, je pense qu'on sera capable de remonter, de gagner et de garder notre titre. Et comme j'ai dit à mes joueurs, battre Coton, c'est pas remporter le championnat. Il y a 8 matchs derrière, donc même si vous battez Coton et que après vous n'êtes pas champion, personne ne se souviendra de ça. Donc il faut travailler encore plus, parce que la fin, c'est pas aujourd'hui, c'est en juin. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tout un chacun.